أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette quatrième session de l'étude du Nahj al-Balagha, on va dire une étude préliminaire du Nahj al-Balagha, un programme composé en deux parties. Donc la première partie qui traite de différents sujets autour du Nahj al-Balagha pour cette première dizaine et une seconde partie avec la lecture du Nahj al-Balagha. Au niveau de la lecture, alhamdulillah, ça se passe bien. On a couvert déjà 10% du contenu du Nahj al-Balagha et Inch'Allah, on poursuivra la lecture jusqu'à la fin. Bienvenue à toi, Missam, pour Merci. le programme et je te remercie pour l'accompagnement. Et donc, Merci, on te remercie toi. Merci beaucoup, on te remercie pour le temps que tu mets pour nous faire ces présentations depuis 4 soirs déjà. Et Inch'Allah, c'est parti pour de nombreuses années. Donc hier, c'était très riche en informations. On a abordé beaucoup de choses, la traductologie, un peu d'histoire, la vie de Sayyid Radi, etc. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite synthèse de la discussion d'hier. Il y a peut-être certains d'entre nous qui n'étaient pas là. Et puis comme c'était quand même très, très riche en informations, si tu peux rapidement, en quelques phrases et en quelques minutes, nous faire une synthèse et en même temps en profiter pour nous annoncer ce que tu prévois pour ce soir. Très bien. Donc rapidement, comme tu l'as dit. Alors hier, on a abordé la question des traductions du Nahj al-Balagha. Au préalable, on avait déjà eu une introduction et abordé la dimension littéraire de ce chef-d'œuvre. On a également vu quelques éléments biographiques de Ash-Sharif al-Radi, qui est le compilateur du Nahj al-Balagha. On va reprendre ces quelques points dans un instant, après vous avoir annoncé qu'aujourd'hui, on va aborder la question de l'authenticité du Nahj al-Balagha et je pense qu'on va poursuivre et conclure ce sujet demain. Donc aujourd'hui, on commence et demain, on termine. Donc au niveau des traductions du Nahj al-Balagha, on avait aussi présenté les différentes version, édition, traduction du Nahj al-Balagha. Je voulais aussi vous préciser, hier, j'avais oublié de vous dire un point. Concernant les éditions Bouki, nous avons travaillé sur un point qui est le standard des translittérations. Ça fait partie des points qu'il aurait fallu aborder avec la traductologie et la question des traductions. Sachez que le tableau de translittération, c'est un standard de translittération que l'on propose dans Bouki, c'est après l'étude d'une vingtaine de différents standards. Et d'ailleurs, la 10e annexe a été réservée, a été rédigée pour expliquer cette question des translittérations parce que c'est un sujet bien épineux, bien difficile à, on va dire, translittérer lorsqu'on souhaite translittérer les noms arabes vers la langue française tout en voulant garder la bonne prononciation. On a aussi vu le témoignage de deux très grands savants contemporains concernant le Nahj al-Balagha et leurs conseils aux gens et aux jeunes à propos de ce livre. Et ensuite, on a commencé à aborder des éléments contextuels et biographies du compilateur Ash-Sharif al-Radi. Et donc, on a vu qu'il vivait à l'époque des Al-Bouïd qui eux-mêmes régnaient à l'époque du califat abbasside, et donc les territoires sur lesquels régnaient les Al-Bouïd ou Al-Bouay ou Al-Bouye, il y a plusieurs types de prononciation. Donc ces territoires, c'était plutôt une partie de l'Iran actuel, l'Irak et une partie aussi de la Syrie actuelle. Ils avaient pris le pouvoir en 334 de l'Hégire jusqu'à 447. Et parmi les spécificités de ce règne, de cette gouvernance, c'était qu'ils étaient ouverts. Donc, les Bouïdes étaient de confession zaydite, chiite zaydite. Et donc, ils aimaient beaucoup le savoir. Ils avaient mis en place un contexte, un environnement propice pour l'échange des sciences. Et donc, à cette époque, naquit Sharif al-Radi, qui est
un descendant du 7e imam alayhi salam de par son père, du 4e imam alayhi salam de par sa mère. Donc il est né en 359 de l'Hégire et on a dit hier que le Nahj al-Balagha lui a pris 16 ans de sa vie, ou plutôt il a consacré 16 ans de sa vie, bien entendu, c'est de façon discontinue. Il n'était pas 16 ans de sa vie avec sa plume pour compiler le Nahj al-Balagha, mais voilà, au total, il a commencé en 384 de l'Hégire pour que la compilation prenne fin et quelque part être publiée selon les normes de l'époque en 400 de l'Hégire. Et enfin, il est mort et décédé en 406 à l'âge de 47 ans. Donc, c'était les éléments qu'on avait vus jusque hier. C'est bien ça, Missam? C'est bien ça. On s'était arrêté à peu près à là. Ça va, je n'ai pas été très lent ni trop Non, ça rapide. va. Ok, très bien. Donc jusqu'à là, on a vu à peu près la vie de Sharif al-Radi, le contexte dans lequel il était. Maintenant, le Nahj al-Balagha, c'est les paroles de Imam Ali, c'est les discours de Imam Ali, c'est les lettres de Imam Ali. Et on a vu que Sharif al-Radi n'était pas là à l'époque de Imam Ali alayhi salam. Donc, quelle est l'origine du Nahj al-Balagha qu'il nous présente? Quels sont les éléments qu'il a eus pour compiler le Nahj al-Balagha? D'où il le tient? Très bien. On va essayer d'aborder, on va dire, quelques éléments de ta question. Et on trouve certaines réponses dans sa préface du Nahj al-Balagha. C'est-à-dire pourquoi il a compilé le Nahj al-Balagha alors qu'il vit à peu près 300 ans après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Donc, on ne va pas lire entièrement sa préface, mais des éléments de réponse que l'on retrouve dans sa préface. Alors, il dit, dans les premières années de ma vie, à l'aube de la jeunesse. Donc, hier, on a dit que dès l'âge de 10 ans, Sharif al-Radi côtoyait les savants et commençait à rédiger des poèmes. Vous savez, parmi les dizaines de livres concernant la biographie de Sharif al-Radi que j'ai consulté, que je n'ai pas lu entièrement, mais que j'ai consulté, on retrouve des témoignages extraordinaires de poètes, dont des poètes contemporains, qui disent que Al-Sharif al-Radi était parmi les plus grands poètes comme Al-Mutanabbi. Mutanabbi, c'est vraiment le top des tops concernant les poètes arabes. Et donc, il est classé parmi les 5-6 meilleurs poètes de l'histoire de la littérature arabe. Et il y en a un autre qui dit, si ce n'est le même, que Al-Sharif al-Radi était le meilleur poète dans l'histoire parmi les Qurayshites et parmi les Quraysh. Et donc, ça montre clairement son amour pour la littérature arabe et son degré très élevé pour cet art. Et donc là, il dit, dans les premières années de ma vie, à l'aube de la jeunesse, j'ai commencé à écrire un livre sur les attributs des imams. Quel était ce livre? Ce livre, c'est Khasa'is al-A'imma, en 383 de l'Hégire. Donc, il est né en 359, 383 de l'Hégire, dont l'intention était de couvrir leurs vertus et les chefs-d'œuvre de leurs paroles. J'ai alors terminé la partie qui concernait l'émir des croyants, Ali alayhi salam, mais je n'ai pu finir la partie qui concernait les autres imams. Donc, livre inachevé, mais la partie de l'imam Ali alayhi salam est achevée. J'ai divisé le livre en plusieurs chapitres et sections, en dédiant la dernière section à tout ce qui concernait les courtes maximes de Ali, paix sur lui, comme des conseils, des sagesses, des proverbes, sans y inclure de longs sermons et des discours détaillés. Donc, on va dire le début du Nahj al-Balagha, c'est ce livre, Khasa'is al-A'imma. Et ensuite, il continue. Un certain nombre d'amis et de frères en foi, émerveillés par ces belles expressions extraordinaires, ont particulièrement apprécié le contenu de cette section et ils m'ont proposé de m'atteler à la rédaction d'un ouvrage qui couvrirait toutes sortes de paroles de notre maître, l'émir des croyants, paix sur lui, regroupant divers documents comme des sermons, des lettres, des conseils, des sujets d'éthique, etc., car ils étaient convaincus, les amis et les frères en foi, que le résultat final serait rempli de merveilles et de surprises d'éloquence et de rhétorique.
de joyaux éclatants de la langue arabe et d'expressions sublimes au sujet de la foi. Donc, vous voyez que l'objectif ou l'envie de Sharif Adadi de compiler cet ouvrage, c'est avant tout le côté littéraire, l'éloquence dans les paroles. Bien entendu, les notions religieuses sont importantes aussi. Les sujets de la foi sont importants, tel qu'il le dit. Il le compile de telle façon qu'il dit qu'aucun autre ouvrage n'a rassemblé et que l'on ne trouve réuni dans aucun autre livre. Et 10-10, 1010 ans après la publication du Nahj al-Balagha, donc en 1442, en 2020-21, ce livre, effectivement, on peut en témoigner, on peut l'exprimer, est un livre exceptionnel qui n'a connu d'égal dans son genre. Et il En langue termine arabe. en arabe, oui. Là, quand je parle du Nahj al-Balagha, tu as bien fait de me faire cette remarque. Quand je parle du Nahj al-Balagha, c'est l'arabe. Quand on parle d'une traduction, c'est voix de l'éloquence ou la voix de l'éloquence, etc., etc. Donc là, je parle bien de l'arabe. Et il termine en disant ceci, car l'émir des croyants était la fontaine de l'éloquence et la source de la rhétorique. Vous voyez, donc, encore une fois, il y a deux éléments qui ont fait que ce livre est devenu, quelque part, éternel, qui est devenu l'ami du Coran, le frère du Coran. C'est la personnalité extraordinaire de l'imam Ali alayhi salam et de l'autre côté, son caractère éloquent et ses discours très élevés au niveau de la rhétorique et de la littérature arabe. Et donc, ici, on voit très bien les éléments qui ont poussé Al-Sharif Adadi à compiler ce livre. J'aimerais aussi mettre l'accent rapidement sur un point intéressant, c'est que Al-Sharif Adadi, comme on l'a dit, vivait à une époque où l'échange scientifique, le débat intellectuel, le débat religieux entre différents courants de pensée, entre différents madhhab ou écoles de pensée islamiques était ouvert, était permis, chacun avait le droit de s'exprimer, d'écrire, de rédiger, de faire part de ses recherches. Et Al-Sharif Adadi a connu des maîtres, des penseurs, des professeurs de différents courants de pensée. Quand vous regardez sa liste des professeurs les plus connus, il y a une vingtaine. Je ne vais pas tous les ramener, mais vous voyez qu'il y a une diversité dans la source de Al-Sharif Adadi, dans le fait qu'il apprend auprès de tout le monde. Et ici, j'en ramène 4 noms. Vous connaissez très bien Cheikh Al-Mufid. Cheikh Al-Mufid, c'est un des pôles scientifiques dans l'histoire du chiisme, c'est un axe. Et donc, c'était un des maîtres de Al-Sharif Adadi. On connaît très bien la fameuse histoire de la maman de Al-Sharif Adadi et de Sayyid al-Murtada lorsque son mari était en prison et qu'il n'y avait, elle cherchait quelqu'un pour enseigner les sciences à ses enfants et ensuite elle les présente à Cheikh al-Mufid pour que ce dernier enseigne et prenne en charge l'éducation et l'enseignement de ses deux fils, Sayyid al-Murtada, Alam al-Huda et Al-Sharif Adadi. Ensuite, on retrouve Ibn Jinni. Ibn Jinni est connu dans la littérature, dans le adabiyat, dans le adab ou dans la littérature arabe. C'est un philologue, un spécialiste de la poésie d'Al-Mutanabbi. Repérez ce nom, vous allez trouver plein d'informations que vous pourrez consulter après mon cours et après la lecture sur Wikipédia. Et c'était un des plus grands poètes, donc Al-Mutanabbi, le plus grand poète ou un des plus grands poètes dans l'histoire de la littérature arabe. Et donc, Al-Sharif Adadi, dès le jeune âge, s'habitue avec la poésie et la littérature arabe. Ensuite, il y a Abu Ali al-Hassan ibn Ahmad al-Farisi, qui est un grammairien très connu et qui est de courant mu'tazilite, donc sunnite, mu'tazilite. Et ce dernier va beaucoup agir aussi sur la construction intellectuelle de Al-Sharif Adadi. Et enfin, je ramène le nom de Ibrahim ibn Ahmad al-Tabari, qui est un savant connu aussi dans l'histoire du sunnisme et des savants de l'islam, et qui est un théologien malékite. Donc, tu vois, Missam, qu'il n'y a pas de souci à apprendre pleinement de personnes
qui pourraient penser différemment de nous et Le qui auraient Tabari, c'est des le courants de Tabari qu'on pensée connaît. différents. Le Tabari, c'est le Tabari qui est connu, là, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas C'est pas lui. l'historien. C'est pas Ah, ok. l'historien. Ici, Ibrahim ibn Ahmad al-Tabari, ce n'est pas l'historien ou le Mufassir qui est décédé en 310 de l'Hégire. D'accord? Ici, Mhm, c'est un autre théologien et lui, il est malékite. mhm. Donc, voilà les points. Je vais conclure avec on va dire, le sujet des éléments biographiques concernant l'origine de Nahj al-Balagha à travers son compilateur Al-Sharif al-Radi, en disant que, avec le recul, 1010 ans après la publication du Nahj al-Balagha en 400 de l'Hégire, quand je dis 1010 ans, c'est en année solaire. Euh, en se disant que c'est un livre extraordinaire, respecté par tous les savants chiites, il n'y a pas de doute, mais aussi par beaucoup de savants sunnites et non sunnites, non musulmans, comme des savants chrétiens. On peut essayer de dire que ce livre a pris origine dans un environnement qui était propice à la recherche scientifique. Première leçon que moi je pourrais retirer. Deuxième Mhm. point que je retire de sa préface, c'était qu'il y avait un besoin, une demande. Okay? Lorsque ses amis et ses frères en foi demandent à Sharif al-Radi et lui disent « Écoute, cher frère, tu as énormément de compétences, tu es extrêmement fort en littérature arabe, tu es un savant religieux, alors prépare pour nous, compile pour nous une compilation des sages paroles et éloquentes paroles de l'imam Ali alayhi salam. Donc, le besoin est créé, la demande est formulée. Et ensuite, il y a le soutien et les encouragements. Et c'est là que Sharif al-Radi se met au travail. Et c'est grâce, on va dire, quelque part à cette demande, à ce besoin qui est ressenti, à ce soutien, à ces encouragements qui va tenir 16 ans. Parce que, vous savez, c'est très facile d'initier des projets, mais de les aboutir, ce n'est pas C'est facile. difficile. Et voilà, il faut besoin de soutien. De la patience. Sharif al-Radi nous a montré ici un bel exemple de patience pendant 16 ans. Il ne s'est pas découragé et finalement, on va dire, les meilleures choses s'obtiennent après, on va dire, un degré élevé de patience. Ça me rappelle rapidement aussi le saint prophète qui, pendant des années à la Mecque, 13 ans à la Mecque, a fait face à une situation extrêmement difficile pour propager son message, mais il a été extrêmement patient et les résultats ont été extraordinaires. Et enfin, le dernier point qui rejoint le premier point, le mélange entre différents courants de pensée, c'est le message que je souhaite transmettre. L'échange, le respect nous permet d'avancer et de produire des choses que l'on ne pourrait s'attendre, alors que si chacun est dans son coin et chacun se déchire, à ce moment-là, on ne pourrait pas, on va dire, obtenir les mêmes résultats. Donc, voilà un Ça, petit c'est peu bien. ce que je voulais C'est vous faire part. c'est très bien. Merci beaucoup pour les explications. Tu peux juste nous rappeler, il y avait combien d'années entre le martyr de Imam Ali et l'époque de Sharif al-Radi? 300 Alors, ans, c'est ça? 300 ans. L'imam Ali alayhi salam est tombé en martyr en 40 de l'Hégire et Sharif Mhm, al-Radi est né en 359 de l'Hégire. mhm. Donc, ça fait à peu près 319, 320 ans, si je ne me trompe pas et que ma mémoire ne fait pas défaut. Donc, il y a quand même 300 ans d'écart entre Imam Ali et Sharif al-Radi. On nous dit Nahj al-Balagha, parole, discours d'Imam Ali. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait sur l'authenticité de tout ça? D'où est-ce qu'il a tenu, enfin, quelle garantie on a que ces paroles et ces sermons et ces lettres viennent bien d'Imam Ali? Il y a quand même eu 300 ans entre eux. D'où il a tenu la fameuse chaîne de transmission, hein. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on a une garantie de 100% que tout ce qu'on a là, ça vient bien d'Imam Ali? Je sais que c'est épineux, c'est sensible, c'est pas facile, mais il faudrait quand même élucider ces 300 ans d'espace. Donc, si tu peux nous expliquer un peu, s'il te plaît. Effectivement, le souci, on va dire la problématique, elle est bien épineuse. La question, elle est tout à fait légitime, elle est Mhm. naturelle, mais elle n'est pas évidente déjà à la poser et ensuite à apporter des éléments de réponse. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut aborder ce sujet par la bonne porte
et par, on va dire, avec calme, tranquillité. Déjà, vous voyez cette image, je la trouve très parlante. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Missam? Tu vois un homme. Je vois un homme qui scrute une pierre, un diamant. Ok, donc tu vois que c'est un diamant. Le diamant, il est gros comme un rocher. Il D'accord. est gros comme un rocher, mais lui, il a une loupe Lui, il a une qui est loupe presque aussi grosse que lui. qui est presque aussi grosse que lui. Très bien. Donc, il est en train de scruter un diamant, un très gros diamant. Donc, on va dire que le parallèle avec le Nahjul Balara pourrait être similaire. Tu peux avoir un très gros diamant en face de toi, Missam, mais rien ne Mhm, t'empêche de prendre des appareils épaississants, des appareils mhm, grossissants, un microscope, une loupe, des jumelles, ce que tu veux, un mhm, objectif, et ensuite aller scruter la qualité de ce bijou, de ce diamant, de cette pierre précieuse. Rien ne mhm. t'empêche de voir si tout est parfait au niveau des alliages, ok, et quel est le degré de carat de ce diamant. Tu es d'accord? Un Il faut s'y diamant, connaître, il faut s'y connaître en pierre précieuse, avant tout. il faut s'y connaître en pierre précieuse. Mais le diamant restera un diamant. Ok. Le diamant restera un diamant, mais à toi d'évaluer ensuite ou aux chercheurs d'évaluer la qualité et la valeur, les carats de ce diamant, de ce bijou, de cet or, etc. Et donc, Mhm. avec ce parallèle, tout d'abord, j'aimerais poser quelques prémices, faire une introduction en 5 points. Okay. Et ensuite, demain, on ira au centre de ce sujet et apporter plus d'éléments de réponse. Une bonne introduction est nécessaire pour essayer d'éviter, pour éviter, pas essayer, pour éviter les amalgames et Mhm. les sauts de sensibilité. Donc, je vais commencer ma première introduction en affichant deux images. La première image, qu'est-ce que tu vois? Les vacances, une mer turquoise, bleu, azur, enfin, ça donne envie d'y aller là. Ah, ça donne envie d'y aller, hein, c'est sûr. C'est l'émotion ou la sensation que l'on ressent dès qu'on voit cette image avec de beaux bungalows sur pilotis, belle mer, des arbres, des cocotiers. Et ensuite, là, qu'est-ce que tu vois? Alors là, c'est quoi? C'est une abeille Tu vois une abeille, ok, ou une mouche? Je sais pas. ok, un insecte, ok, disons Un un insecte, insecte. ok. Tu vois Un autre insecte jaune chose? et noir. Un insecte jaune et noir. Ou une Mhm. tête de serpent peut-être? Une tête de serpent, ok. Qu'est-ce que tu ressens? Hmm. La curiosité. La curiosité. Arsène, très bien. Donc, avec ces deux images, on va dire que, en premier point de cette introduction, il faut avoir deux types de regards. On a une seule, on va dire, on a une seule entité, on est une seule personne, mais rien ne nous empêche d'avoir plusieurs types de regards. Ok. On peut regarder la même chose de différentes façons et Mhm. agir de différentes façons en fonction du regard que l'on porte sur l'objet. Okay. Dans la première image, dans la première photo, on a une vue d'ensemble, on a du recul, on regarde de façon globale. Alors que dans la deuxième image, on regarde ces insectes qui sont à côté, qui tournent autour euh, des arbres, des cocotiers, dans le background, d'accord? En arrière-plan. Donc, ce n'est pas du tout la même vue. Dans la première vue, on est loin. Dans la seconde vue, on a une vue très rapprochée et on s'est focalisé sur un objet bien précis. Donc, en deuxième point, la première image, elle est plus apte à agir de façon, on va dire, forte sur l'ensemble d'une population. Okay. Mhm. Alors que la seconde image, on va dire qu'elle est plus réservée aux initiés, aux savants, aux chercheurs. Tu vois, je pense que tu n'avais même pas pensé à aller voir la mouche ou l'abeille ou l'insecte qui tournait autour du cocotier en haut derrière les bungalows. Tu vois, c'est Il y en a? l'ensemble. Ah, pardon? Il y en a pas.
Il n'y en a pas, tu vois. Par exemple, dans la première image, toi, tu ne vois pas. Mais le chercheur, lui, tout de suite, il se pose des questions et il se dit, ah, tiens, moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis un chercheur en biologie et en tout ce qui est, je ne trouve pas le mot, tout ce qui est, on va dire, le rapport de la vie minuscule, etc. Et moi, je vais poser mon regard sur ces insectes qui tournent autour des cocotiers, des arbres. Et donc, c'est plutôt le réflexe d'un savant d'utiliser la loupe et le microscope et d'avoir une vue très rapprochée. Ce n'est pas le réflexe commun. Bien sûr. Au niveau du Nahj al-Balagha, si on le compare par rapport à la première image, on peut considérer le Nahj al-Balagha comme un produit culturel et comme la réponse d'un besoin culturel. Et donc, on peut prendre position vis-à-vis du Nahj al-Balagha en fonction de cette vue, en fonction de cette approche. Et de l'autre côté, si on la compare à la seconde image, on pourrait dire que je veux poser un regard avec une précision scientifique dans le contenu du Nahj al-Balagha. Et donc, résultat de ce point introductif, c'est que je peux avoir deux regards différents. Rien ne m'empêche d'avoir deux regards différents, mais il faut être conscient que les deux regards sont différents et ne pas les mélanger et ne pas créer des amalgames. Avec le premier regard, je vais voir en quoi le Nahj al-Balagha est une empreinte civilisationnelle. Et avec le second regard, je vais essayer de rechercher minutieusement chaque information que je pourrais retirer du Nahj al-Balagha. Avançons avec un deuxième point introductif qui est un exemple pour étayer ce que je viens de dire avec ce qui se passe autour de nous. Prenons l'exemple du vaccin. Ça fait maintenant quelques mois que c'est le sujet qui est discuté dans les médias, chez les scientifiques. Et là, avec le même type de regard, le premier regard me dira que me faire vacciner, il y a des avantages sociaux. Alors que de l'autre côté, rien ne m'empêche d'aller consulter les savants et les scientifiques pour avoir des informations précises sur ce que me dit la science en ce moment sur les vaccins Covid-19. Quand j'aurai un regard sociétal, je vais dire que moi, ce que je regarde, c'est plus de bénéfices et moins de risques. Tant qu'il y a plus de bénéfices, mais un peu de risques, ce n'est pas grave. C'est meilleur de se faire vacciner. Alors que le chercheur, lui, il sera dans sa controverse, il sera dans sa précision scientifique, il sera dans la critique. De l'autre côté, avec un regard d'un commun, moi, je cherche le confort, je cherche à guérir, je cherche à répondre à un besoin psychologique. Mais le chercheur, lui, il ne cherche pas le confort. Lui, il aura une approche critique. Il va chercher, on va dire, ce qui est des fois peineux, qui est difficile. On voit très bien entre ce qui se passe en France en ce moment que l'approche critique, ça suscite des fois des difficultés, ça soulève des sensibilités. Et donc, encore une fois, à nous de prendre le recul. Tantôt, je peux avoir un regard rapproché, scientifique, précis, critique, et tantôt, je peux avoir un regard de vue d'ensemble, de vue globale, d'intérêt général, et donc, je peux prendre position en fonction de ces deux regards. Tantôt, vous verrez une personne être très critique vis-à-vis de certaines informations et de l'autre côté, elle va tirer profit de ces informations dans la vie de tous les jours. Et c'est là que lorsqu'on est observateur et qu'on n'arrive pas à démêler justement entre ces deux types de regards, on se dira que cette personne, elle est incohérente. Elle est, on va dire, dans une forme de dualité ou de schizophrénie. Mais, avec un peu de recul, vous verrez très bien que cette personne, elle est raisonnable et qu'il n'y a aucun problème dans son comportement. C'est bon, c'est compris? On avance?
Attends, Moustoza, avant que tu viennes à la partie 3, c'était quoi l'animal de droite finalement? L'animal de droite, c'était un frelon. Dis-toi que c'est un insecte volant, ok, qui D'accord. ressemble à une abeille. Allons-y, au numéro 3. On avance. Numéro 3. Un point aussi très important, avant d'aborder ce sujet épineux de l'authenticité du Nahj al-Balagha, je vais citer deux sagesses retirées, tout d'abord du sermon 3. Al-alimu man arafa qadrahu wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa qadrah. L'érudit est celui qui connaît sa mesure, sa valeur. Il convient à l'homme de rester ignorant s'il ne connaît pas sa mesure. Et cette sagesse, elle peut nous servir dans toutes les dimensions de notre vie, dans notre vie de façon générale. Okay? L'image aussi, elle est parlante. Une personne doit savoir ses capacités, doit connaître ses capacités. Elle ne doit pas aller au-delà de ses capacités, elle ne doit pas accueillir plus que sa capacité ne le permette. Et de l'autre côté, tant qu'elle sait qu'elle a de la capacité, à ce moment-là, elle peut avancer et remplir tout ce qu'elle peut accueillir en elle. Encore une autre sagesse, donc deuxième sagesse, Maxime 149. Il dit, celui qui ne connaît pas sa propre mesure est perdu. Donc, on voit très bien, hein, celui qui va au-delà de ses forces, il va vers une forme de perdition. Donc, chacun doit connaître ses limites. Et ce qui est très important ici, c'est qu'on souhaite aborder de façon, on va dire, préliminaire la question de l'authenticité du Nahj al-Balagha. Je comprendrais parfaitement que certaines personnes se sentiraient dans une forme d'inconfort lorsqu'on va échanger les opinions entre les savants. Je vais vous faire part l'opinion de l'imam Khomeini. Hier, je vous ai fait part l'opinion de l'imam Khomeini dans son testament, dans son dernier testament politico-divin, où il nous rappelait l'importance du Nahj al-Balagha. Et demain, je vais vous faire part de son opinion scientifique concernant les informations, les paroles rapportées de l'imam Ali alayhi salam dans le Nahj al-Balagha. Et vous verrez deux opinions différentes de l'imam Khomeini. On va aussi rapporter l'opinion scientifique du fils de Sayyid Sistani, Sayyid Muhammad Rida Sistani, et l'opinion d'autres savants. Et donc, le fait qu'il y ait une controverse, un débat entre savants, je comprendrais qu'il y ait, que cela suscite de l'inconfort chez certains, et donc à chacun de connaître ses propres limites. Je souhaite aborder cette question des problématiques. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps, Missam. J'ai une question. Est-ce que si je pense que ça va susciter beaucoup de problèmes chez moi ou de mal-être, est-ce que tu conseilles de rester, de continuer à regarder quand même ou de s'absenter pour une ou deux nuits? Moi, ce que je conseille, on va dire, voici, j'ai rapporté les conseils de l'imam Ali alayhi salam. Je ne peux rien te conseiller de plus que je t'ai fait part ici. À toi de Parce que connaître ta propre mesure. si je pense que ça va déborder, il vaut mieux que je m'en aille ce soir et demain. C'est ça? Voilà. Après, comme j'ai dit, par exemple, pour moi, c'est devenu naturel d'aborder ce type de questionnement. C'est à toi de savoir tes limites. D'accord? Parce Donc, que c'est pas facile pour tout je le te monde, laisse hein. 30 secondes de réflexion. Soit je te dis Khuda Hafiz, ou soit tu me dis, bon, Bismillah, on a encore 5 minutes. Je pense que tu peux on a encore 5 introduire sur minutes. la suite. Moi, je reste. Après, Ok, chacun décide pour lui. très bien. Alors, lorsqu'on parle de l'authenticité du Nahj al-Balagha, Missam, tu m'as posé la question. Il peut y avoir plusieurs interprétations ou compréhensions rien qu'à la formulation de la question. De quoi veut-on parler quand on parle d'authenticité? La première hypothèse, le premier sens de cette question, c'est que est-ce que le contenu du Nahj al-Balagha est entièrement vrai? C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans le Nahj al-Balagha est-il conforme à la réalité?
coranique, islamique, divine, matérielle, politique, scientifique. Okay? C'est-à-dire, d'un côté, j'ai la réalité et d'un côté, je regarde le contenu. Ici, ce qui ne m'importe pas, c'est est-ce que ça vient de l'imam Ali ou pas, ou de Sharif Radi ou pas. Tu vois, je me focalise sur le contenu et la réalité. Est-ce que ce qui est dit est conforme à la réalité ou pas? Ça, c'est Moi, ce qui m'importe, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai autre besoin de chose. savoir, c'est est-ce que ça, c'est bien ce que l'imam Ali a dit? Voilà. Donc, ce n'est pas ce que l'on recherche quand on parle de l'authenticité du Nahj al-Balagha ici. Deuxième sens que l'on pourrait retirer de cette question, de cette problématique, le compilateur du Nahj al-Balagha est-il al-Sharif al-Radi? Et là, tu vas être un peu étonné. Depuis tout à l'heure, je te parle de Sharif al-Radi, qu'il est à l'origine du Nahj al-Balagha, et tu me dis pourquoi le Ça peut être compilateur, un autre, c'est pas possible. ça pourrait être un autre. Effectivement, tu ne t'es pas posé la question parce que je m'étais focalisé sur Sharif al-Radi, mais dis-toi qu'il y a eu une controverse entre savants, pas chiites, sunnites, chiites, sur l'origine du Nahj al-Balagha et le compilateur du Nahj al-Balagha. Et certains disent que c'est un autre compilateur et demain Ah on bon? apportera plus de réponses. Oui. Troisième compréhension de la question de l'authenticité, l'auteur des sermons, lettres et maximes présents dans le Nahj al-Balagha est-il de façon générale Ali ibn Abi Talib alayhi salam et non une tierce personne? C'était quelque part ta question. Mais cette Voilà. question, on peut la poser de deux façons. Donc, 3 et 4. Chaque phrase, chaque mot contenu dans le Nahj al-Balagha, hormis ceux exprimés par le compilateur, parce que tu as remarqué, Missam, lorsqu'on fait la lecture du Nahj al-Balagha, il y a certains paragraphes qui sont du compilateur. On dit Et c'est Al-Sharif al-Radi, précisé, ça. c'est C'est précisé. précisé. En dehors de ces phrases, est-ce que chaque phrase, chaque mot sont avec certitude de Ali ibn Abi Talib? Donc, ta question était soit portée sur le sens numéro 3 ou soit sur le sens numéro 4. Je pense que c'était plus sur le sens numéro 4. C'est bien ça. Exact. C'est bien ça. Mais les questions sont liées. Les questions 2, 3 et 4 sont liées et demain, on apportera des éléments de réponse. Je vais conclure la présentation de ce soir avec des éléments, on va dire, chronologiques pour que l'auditeur et l'auditoire ne soient pas perdus. Donc, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, il est né en moins 23 de l'Hégire et tombé en martyr en 40 de l'Hégire. Al-Sharif al-Radi est né en 359 et décédé en 406 de l'Hégire, donc plus de 300 ans après le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Nous sommes en 2021, en 1442 de l'Hégire, c'est-à-dire plus de 1000 ans après le décès de Al-Sharif al-Radi, plus de 1000 ans après la publication de Nahj al-Balagha et plus de 1400 ans, 1402 ans après le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Les questions qui sont posées, est-ce que Al-Sharif al-Radi est compilateur et le compilateur du Nahj al-Balagha? Ce sont des questions qui sont posées dans cette problématique, dans cette recherche scientifique, c'est pour ça que je la ramène. L'imam Ali alayhi salam est-il l'auteur, soit de façon générale ou de façon mot à mot, de tout ce qui est contenu dans le Nahj al-Balagha? Comment la transmission entre Sharif al-Radi et l'imam Ali alayhi salam s'est-elle réalisée? Et quatrième question, le recueil Nahj al-Balagha a-t-il été altéré à travers les époques, à travers 1000 ans entre Sharif al-Radi et notre époque? Pouvons-nous faire confiance à la transmission à travers les époques? Parce qu'il est tout à fait concevable de dire qu'à l'époque de Sharif al-Radi, le Nahj al-Balagha était conforme à ce que le compilateur avait compilé ou était conforme à ce que l'imam Ali alayhi salam avait prononcé et écrit, mais qu'il y a eu falsification après la mort de Al-Sharif al-Radi. Et donc, ces questions, on les abordera demain, Inch'Allah, pour la suite de ce sujet sur l'authenticité du Nahj al-Balagha.
wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.